Bien, mesdames, messieurs, merci d'être restés ou de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie du MEF, ici à l'hôtel Mercure Geneva Airport, ou bien pour vous, celles et ceux qui nous suivent au travers de la visioconférence. Soyez les bienvenus. Comme vous le savez déjà, Meyrin s'engage aussi bien pour la transition écologique, axe fort de notre programme de législature, mais également pour nos entreprises. Et le MEF est une occasion rêvée pour partager ensemble sur cet objectif qui, j'en suis maintenant convaincu, que vous partagez également avec nous. Retrouver un format plus classique du MEF est également une satisfaction qui va de soi. Quel plaisir de pouvoir à nouveau se rencontrer. On a vu encore cet après-midi avec la richesse des échanges et d'avancer ensemble sur ces projets et puis de pouvoir discuter, se rencontrer et boire un coup ensemble. Et c'est bien l'esprit, boire un coup ensemble, que nous souhaitons pour le Meyrin Economic Forum. Cet esprit si cher à Meyrin, la convivialité, mais aussi l'efficacité et surtout la sincérité. Et c'est cet esprit que nous avons réussi à transmettre au Conseil fédéral lorsqu'ils sont venus nous rendre visite sur l'esplanade des Vergers le 27 avril, lors de leur séance extramuros au CERN, et plus particulièrement donc de cette rencontre avec la population mérinoise. On était presque 1000, alors que la chancellerie nous disait entre 3 et 500. Donc ça démontre bien qu'à Meyrin, la convivialité, on sait la faire. Voilà, donc je vous remercie d'ores et déjà, toutes et tous, pour votre enthousiasme, votre participation aux différents ateliers de cet après-midi, et puis plus particulièrement à l'ensemble des intervenants que nous allons tous retrouver maintenant ensemble. Ils vont reprendre place derrière moi pour cette table ronde. Et je suis relativement impatient d'entendre la synthèse de cette journée. Et puis je vais laisser la parole à Adrien Forer, chef de notre service communication et affaires économiques, notre monsieur loyal du jour. Pour ma part, je vous retrouve après la table ronde. Je vais j'ai accepté de relever le défi de faire une synthèse de cette magnifique journée. Alors, je vous souhaite une belle table ronde et puis je vous retrouve à la fin de ce moment de partage. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs, tout de suite c'est mieux. Rebonjour. Alors je vais faire très court puisque vous avez pour la plupart déjà eu le mot d'introduction. Ce mot est surtout pour remercier les gens qui nous rejoignent maintenant et on se réjouit de vous avoir avec nous. Remarquez aussi le plaisir qu'on a eu de retrouver autant d'ambiance aux apéros et aux pauses, puisqu'au final on se rend compte que ce moment-là est très très important et d'entendre le brouhaha, de voir les gens se rencontrer, parler avec eux, ça faisait tellement 2019, c'était très plaisant. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de nouveau, vous le savez. On se réjouit effectivement d'avoir de la synthèse. L'autre chose très importante, c'est de représenter encore une fois Aline Bachhoffner, voilà, qui va animer demain de Maître S cette table ronde. Et donc Aline, je te donne la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, rebonjour ou bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Oui, on m'a confié un exercice assez rock'n'roll en fait, parce qu'il va falloir faire la synthèse de la journée, qui a été certainement foisonnante, avec des personnes venant de contextes et d'horizons assez divers. Et puis alors, je vais avoir une magnifique brochette d'intervenants derrière moi. Vous avez déjà pu les voir tout à l'heure, c'était magnifique. Et puis, je vais leur demander de se remettre en place, puisqu'ils n'ont pas voulu faire tapisserie pendant le mot de bienvenue. L'idée, c'est de pouvoir ensemble se reposer la question qui finalement est celle de la journée et comment mettre la transition en mouvement. Et chacun des participants, des intervenants de cette journée va pouvoir dire en quelques mots quelle a été l'idée forte ou l'objet de la discussion lors des ateliers qu'ils ont animés, dans lesquels ils sont intervenus. Et puis ensuite, on essaiera de faire du lien entre tout ça, entre tous ces partages d'expériences avec vous, avec vos questions. Voilà, alors je vous invite, messieurs, dames, à rejoindre la scène. Allez-y, il faut un premier. Ouais, bravo.
Merci de les applaudir. Voilà, et pendant que Maëva Colère s'essaye, on la remercie de faire tous ces efforts. Vraiment, on n'est pas très sympa avec elle. Mais on va commencer d'ailleurs avec Maëva Colère et Véronique Diebold qui ont participé à cet atelier, enfin table ronde qui s'est déroulée dans cette salle. En première partie d'après-midi, entreprise mérinoise en transition. Il y avait aussi Rodolphe Rhin, le directeur de l'hôpital de la Tour, qui a dû nous quitter, mais qui voulait que l'on retienne une chose de ce qu'il a dit, c'est la responsabilisation des hôpitaux, des médecins, qui se doivent de réfléchir à deux fois avant de pratiquer un acte médical dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt aussi de la maîtrise des coûts. Et finalement, ce qu'il a voulu mettre en évidence, c'est qu'on pouvait avoir une approche qui était vraiment centrée sur les intérêts du patient en limitant les interventions inutiles. Et c'est bon pour le patient, pour l'économie et pour l'environnement également. En limitant les interventions, on évite aussi l'utilisation de tout le matériel et les infrastructures nécessaires. Voilà, alors je vais peut-être passer la parole à Maëva Colère. Vous êtes chef de projet RSE au sein du groupe BDL5. C'est un groupe qui réunit des sociétés actives dans la sous-traitance horlogère et l'industrie du luxe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, tout à l'heure, j'ai présenté un petit peu ce qui avait été dans le processus d'élaboration et d'implémentation de la stratégie RSE de ces sociétés. Ce que j'en retiens surtout, par rapport aux les échanges, ce qui a été dit aussi par mes collègues, c'est en tout premier lieu impliquer les parties prenantes de votre organisation pour avoir une démarche qui soit la plus collaborative possible. Et ensuite, vraiment la faire vivre la démarche, l'adapter, parce que c'est pas forcément un processus linéaire. Il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des réussites là où on ne les attend pas, mais voilà, ça rend aussi la démarche beaucoup plus forte et beaucoup plus solide. Donc voilà, faut pas avoir peur, faut essayer, et le processus d'amélioration continue va faire le reste. Merci. Merci. Je passe alors la parole à Véronique Diebold, responsable interne du système de gestion durable de la ville de Meyrin. Donc on avait dans le cadre de cette table ronde, effectivement, à la fois des personnes du domaine de la santé, de l'horlogerie, enfin de l'industrie du luxe, et puis une représentante des pouvoirs publics de l'administration. Merci, bonjour à tous. Alors, ce que je retiens ou veux vous repartager, c'est vraiment, je pense, cette approche combinée entre, en parallèle, structurer les démarches, les objectifs, la mise en place des actions pour pouvoir les communiquer à l'interne, à l'externe, dans un deuxième temps, et puis continuer vraiment à saisir les opportunités de personnes engagées et s'appuyer sur nos collègues pour s'entourer et mettre en place les mesures qui viennent en fait des collègues. Voilà. Merci. Et pendant que vous parlez, vous avez l'occasion de découvrir les dessins de Ben. J'en ai pas encore parlé. 1000 excuses, Ben. Donc notre dessinateur du jour qui a croqué les bons moments de la journée, qui a déjà travaillé un petit peu en amont pour vous fournir des dessins un petit peu plus colorés. Celui-ci date du jour d'ailleurs. Hein, donc voilà, on n'a pas Monsieur Eurin, mais on a un dessin qui a été inspiré par son intervention tout à l'heure. Merci beaucoup, Ben. On va passer maintenant au métier de la construction. C'était un autre atelier de la journée, et je propose de commencer alors avec Monsieur Saxo, Didier Saxo, directeur général et administrateur de l'entreprise de chauffage Stucker SA, président de l'AGCV Suisstech, c'est l'association genevoise des entreprises de chauffage et ventilation, et puis vous êtes aussi président du centre de formation des apprentis installateurs en chauffage. Alors dites-nous, parce que moi je n'y étais pas, et pour tous ceux qui n'y étaient pas, ce qu'il est ressorti de cette conférence et de cette discussion que vous avez pu avoir avec le public. Alors tout d'abord, j'ai eu beaucoup de plaisir d'échanger avec notre groupe et de faire part des métiers techniques du bâtiment, de nos associations, en particulier chauffagistes et électriciens. Et puis j'ai été frappé par l'intérêt du public. Ils se sont, je trouve, rendus compte à quel point il fallait qu'on monte en puissance,
nos associations, nos entreprises, la formation professionnelle, et qu'on avait tous une responsabilité dans cette transition énergétique, et qu'il n'y avait pas que les entreprises ou l'État qui devaient faire des lois, mais que tout le monde doit y participer et s'encourager entre nous pour réussir cette décarbonisation du canton. Donc des échanges fructueux, et du coup je vais repartir ce soir beaucoup plus confiant et positif sur les années qui se présentent devant nous. Merci. Donc quand vous dites tout le monde doit se responsabiliser, vous pensez aussi aux propriétaires, aux clients, c'est ça, Monsieur Saxo? Mais je vois que vous êtes occupé par le dessin de Ben. Il vous a bien croqué, hein. Bien, alors je passe la parole à Monsieur Philippe Massonnet, directeur général de PMV Group. C'est un groupe qui comprend plusieurs sociétés actives dans la technique du bâtiment et la transition énergétique. Puis vous êtes aussi président de IT Genève, l'association représentative de la branche électrique, et puis aussi vice-président de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment. Alors, vous étiez dans la même conférence que Monsieur Saxo. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? Alors, ce qui était intéressant, je vais reprendre ce qu'a dit Didier, c'est déjà, on a rarement l'occasion dans nos fonctions de président d'association et de représentants de nos métiers de s'adresser à des publics différents que les professionnels. Donc là, aujourd'hui, on a pu déjà vous exprimer nos attentes, vous exprimer un petit peu toutes les contraintes qui sont liées à cette transition énergétique qui est vendue par tout le monde, mais qui ne sera pas si simple que ça à mettre en place, puisqu'elle va demander à ce que les entrepreneurs, les autorités, les particuliers, tous doivent jouer le même jeu et en même temps pour que cette transition se mette en route. Nous, on parle de train dans nos métiers en disant qu'il ne faut pas rater ce train de la transition. Aujourd'hui, les premiers wagons arrivent à Genève, il faut absolument monter dedans et motiver nos troupes. Et on s'aperçoit que les échanges, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu, contrairement au débat qu'on a entre professionnels ou alors dans les milieux concernés, il y a une ouverture d'esprit, il y a des questionnements qu'on a eu aujourd'hui, par exemple sur la formation professionnelle, comment on motivait nos apprentis, comment on valorisait nos métiers auprès du public. Et c'est vrai que ça nous a un petit peu interpellés. Parce que nous, on est plus des techniciens, on est plus dans la production, on est plus dans la réalisation. Et puis finalement, toi, tu vas repartir avec la confiance, puis moi, je vais repartir avec l'idée qu'il faut qu'on fasse ça plus souvent, parce que il faut aussi que ça nous ouvre auprès du public, parce que finalement, c'est chez vous qu'on va venir installer ce que nos entreprises vont faire. Et à ce titre, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je crois que la date du prochain forum est déjà fixée, donc le rendez-vous est pris. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la conférence qui a eu lieu dans cette salle juste avant, avec Emmanuel Druon. Et là, je vais vous demander un exercice extrêmement difficile parce que c'était déjà pas facile de synthétiser l'expérience de votre entreprise en 25 minutes, mais en 2 minutes, ça va être carrément cruel. Je vous présente quand même, donc, Emmanuel Druon. Vous êtes président de Pocheco, qui est cette entreprise que vous avez peut-être vue dans le film Demain, qui a révolutionné complètement la manière de faire des enveloppes, mais surtout d'être une entreprise à impact positif, peut-être qu'on peut dire ça comme ça, dans le nord de la France. Voilà, en 2 mots, ce que vous aimeriez transmettre ce soir. D'abord, merci beaucoup pour votre accueil. Et il me semble que dans les discussions qu'on a eues avec la salle à la fin de cette intervention, ce qui ressort, c'est qu'on peut prendre en main dans les entreprises la transition au profit du résultat de l'entreprise sur le plan financier, sur le plan de la santé humaine et sur le plan du milieu naturel. Parce qu'on ne perd pas sa citoyenneté en franchissant les portes de nos entreprises. Et que c'est l'engagement, évidemment, du comité de direction qui libère le travail, mais qui autorise les engagés dans l'équipe, qui autorise les engagés dans l'équipe à prendre en main la transition de façon factuelle et avec du bon sens. Ce qu'on m'a dit, c'est du bon sens, uniquement du bon sens. On doit tout changer. Les rapports du GIEC sont assez explicites sur
le temps qui nous reste pour essayer d'éviter que le dérèglement du climat s'aggrave. Et donc, beaucoup de citoyennes et de citoyens sont déjà engagés à titre personnel. Il faut juste qu'on leur donne la liberté, ce qu'on appelle le bottom-up. Il faut qu'on leur donne la liberté maintenant d'intervenir dans le cadre de leur travail dans l'entreprise. Et c'est ça que depuis 25 ans, nous avons fait et que nous continuons de faire. Et donc, ce démonstrateur, même s'il est un peu loin d'ici, est à votre disposition. Pocheco est une usine qu'on visite beaucoup et qui permet de créer du lien. On m'a parlé aussi de créer du lien entre les gens qui s'engagent dans leur entreprise à changer les méthodes pour des méthodes plus douces pour la santé humaine et le milieu naturel. Merci beaucoup. Exercice réussi, formidable. Je vais maintenant parler formation. Alors, ce sera avec Monsieur Yves Chardonnay-Cook. Si vous avez un micro à proximité, vous êtes directeur de la Fondation pour la formation professionnelle et continue. Vous avez aussi été à l'origine de la création du Centre de formation professionnelle Espace Entreprise et vous avez donc co-animé cette conférence tout à l'heure autour des nouveaux métiers, de la transition dans la formation pour assurer aussi la transition globale. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de nous transmettre de ce qui a été discuté ? Peut-être tout d'abord remercier les intervenants qui sont passés juste avant nous, parce qu'ils ont chauffé la salle et le plancher de manière brillante. Nous, on a axé nos présentations sur les transitions au sens large, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler juste de la transition environnementale ou énergétique sans parler de transition sociale. On a énormément d'enjeux aujourd'hui et puis sur le chemin qui va nous amener à réussir ces transitions. Et la formation continue est un élément clé parce que la formation continue a ça d'avantage par rapport à la formation initiale, c'est son agilité, sa flexibilité. Mais néanmoins, aujourd'hui souffre d'un manque de leadership. On ne peut pas laisser la formation continue simplement dans les mains des employés ou des employeurs. Aujourd'hui, on est sur une responsabilité partagée, diffuse, et on a besoin d'avoir une véritable politique publique sur l'employabilité et corollairement sur la formation continue. Merci beaucoup. Et puis, nous avions aussi 2 ateliers qui, je crois, ont fait salle comble sur la comète, avec, pour nous en parler, Antonin Calderon, responsable du pôle développement et promotion de l'économie sociale et solidaire après Genève. Je crois que vous êtes actif aussi dans la Monnaie Léman, dans l'épicerie participative Le Nid, dans, j'en oublie, la coopérative Archipel, voilà. Donc, dans de nombreux domaines de cette ESS. Et la comète, en 2 mots, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler, de quoi, comment vous avez pu avancer dans ce projet ? Merci, bonsoir à tout le monde. Donc pour remettre un petit peu de contexte, j'avais le plaisir de pouvoir animer avec ma collègue Caroline Pifaretti 2 ateliers sur la transition écologique à Meyrin et sur la comète. Donc on avait un peu pour mission de faire atterrir ce projet avec certaines et certains d'entre vous qui sont là encore. Donc merci pour votre participation. L'objectif c'était de dire pour dynamiser, susciter, accompagner la transition écologique, alors avec tout ce que ça peut être de pluriel à Meyrin, quels sont les obstacles, quels sont les freins et obstacles que vous observez en tant que citoyenne, citoyen, en tant que professionnel, en tant que personne au chômage, en tant que voilà, en fonction de vos activités professionnelles, qu'est-ce que vous observez et de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous observez en termes d'obstacles. C'est la première partie, donc les obstacles, on pourrait le résumer en disant que ce qui manquait, c'est une compréhension partielle ou un manque de compréhension des enjeux. Qu'est-ce que c'est vraiment les défis climatiques, les défis de société auxquels on fait face. Et on voit qu'en fait, au niveau de la compréhension de ces enjeux, on a un grand delta dans la population. Et ensuite, même si on les comprend, on a accès à ces connaissances, c'est l'accessibilité, autant financière qu'en termes de temps, pour pouvoir se mettre en transition dans nos domaines d'activité, dans nos quartiers, notamment à Meyrin. Ça, c'était les obstacles importants. Puis ensuite, on avait une deuxième partie, c'est, maintenant, vous avez une baguette magique. Qu'est-ce que la comète ? Donc la comète, cette coopérative qui est pilotée ou en tout cas apportée par la ville de Meyrin
pour la commune de Meyrin, mais qui pourrait se répliquer dans d'autres communes, dans d'autres quartiers. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour répondre à ces obstacles et à ces enjeux de transition écologique? Et donc là, il y avait toute une série évidemment de choses qui ont pu être abordées. Il y avait un manque, il y avait un besoin en tout cas de connaissances. C'est quoi la transition écologique? C'est quoi qu'on peut faire en termes professionnels? Quels emplois il faut créer? Quels emplois vont disparaître dans cette transition écologique? Donc de la connaissance à ce niveau-là, de l'accompagnement notamment entrepreneurial, mais pas seulement. Il y a des personnes qui sont entrepreneuses, qui ont envie d'entreprendre, et d'autres qui ont plutôt envie peut-être de travailler en tant que salarié dans ces activités. Mais comment du coup on met des outils d'accompagnement, et aussi en termes de financement, donc comment on met des infrastructures, du financement, des moyens à disposition de ces entreprises qui, pour faire cette transition écologique, qui vont mettre dans l'ADN, au cœur d'activité, en fait une production de biens et services qui respectent les 9 limites planétaires et qui apportent des biens et services utiles au niveau individuel et collectif à la population. Donc ça, c'est vraiment aussi l'objectif qu'on a pu faire ressortir de ces ateliers. Donc pour la suite, ça fait beaucoup écho à tout, et je finirai par là, avec tout le réseau de l'économie sociale et solidaire qui reprend quand même 400 organisations entreprises à Genève depuis 20 ans, c'est à peu près 6000 emplois, qui en fait depuis une vingtaine d'années partagent des bonnes pratiques, en fait testent, expérimentent, et je pense que c'est une question clé, c'est est-ce qu'on veut que cette comète et que cet incubateur, cette coopérative de transition, est-ce qu'on veut qu'elle soit dans le microcosme et qu'elle continue à expérimenter, ou est-ce qu'on veut lui donner la possibilité pour Meyrin de développer à plus grande échelle, en fait, de rendre cette transition écologique, on pourrait dire mainstream en tout cas, de la déployer dans l'ensemble des entreprises. Je pense que c'est ça, les discussions, les enjeux qu'on va pouvoir continuer à travailler avec la ville de Meyrin, et puis vous toutes et tous. Merci beaucoup. Et enfin, on avait du speed coaching cet après-midi avec 3 intervenants, je crois, mais l'un d'entre eux les représente, c'est Jérôme Favoulet, conseiller en entreprise. Vous êtes responsable de l'antenne cantonale Platine at OPI, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, vous intervenez aussi dans les HES, sur le domaine de l'innovation, sur le domaine de la prospective et de la stratégie. Alors, est-ce que vous avez pu... comme ça, coacher des personnes qui vont pouvoir travailler dans les métiers dont nous avons besoin aujourd'hui, ou pour lancer leur entreprise, parce que je crois que c'était surtout ça l'objectif. Bon, pour nous, c'était un petit peu un défi parce qu'on est plutôt des habitués du low coaching, c'est-à-dire que souvent les accompagnements prennent plusieurs semaines, plusieurs mois pour les entreprises. Puis là, on devait le faire en 15 minutes, donc c'était un autre challenge. Mais l'objectif, c'est surtout de le rendre accessible. Et les gens qu'on a rencontrés cet après-midi, il y en a beaucoup qui n'étaient pas sûrs de pouvoir accéder à ce coaching. Et puis ils nous ont dit, je me suis inscrit quand même. Et en fait, on s'apercevait qu'ils étaient pile exactement dans le type de projet qu'on cherche. Donc la première chose, en fait, c'est que les gens doivent oser aller chercher de l'aide. Et au pire, on vous dira que vous ne correspondez pas à ce que l'organisme cherche, mais on pourra aussi vous réorienter vers la bonne personne. Donc il ne faut pas hésiter. Ça fait partie de ce qu'on appelle les freins, ne pas oser aller demander de l'aide. Et notre métier à travers le coaching, c'est souvent de lever les freins en fait. Et de quoi on a besoin pour mettre la transition en mouvement? Je crois que c'est juste ça, c'est d'aider les gens à lever les freins. Parce qu'il y a des idées, il y a de la volonté. On a été surpris de voir à quel point des entreprises, et y compris des entreprises importantes, il y a une vraie volonté en interne, et où la transition et le développement durable sont vraiment des sujets importants en interne. Mais souvent, par contre, même si c'est un sujet important, les ressources ne sont pas forcément structurées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement quelqu'un dont c'est dans le cahier des charges. Ou alors sur ce projet-là, on ne sait pas exactement à qui le confier. Et puis du coup, où on ne sait pas exactement par quel bout le prendre. Et c'est là-dessus que nous, on a essayé de faire des connexions. Et puis le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit aussi que les gens connaissent beaucoup mieux des solutions qui sont très loin que des solutions qui sont tout près. Alors on a parlé du reportage Demain, je vois Christophe Dinan dans la salle, c'était aussi une des idées de Demain Genève, c'est de dire vous avez vu Demain, vous avez été impressionné, mais regardez aussi ce qui existe sur Genève, alors peut-être à une plus petite échelle, mais il y a plein d'idées juste géniales qu'on ne connaît pas alors qu'elles sont juste à côté, à moins de 10 minutes à vélo, et du coup c'est aussi ce rapport-là, c'est de connecter les gens, et c'est difficile de savoir tout ce qui se passe à Genève parce que c'est bouillonnant, et il y a plein de choses, et il y a un vrai rôle de connecteur à jouer, d'expliquer aux gens, de leur donner des contacts, de leur ouvrir des portes. Il y a ce rôle de facilitation qui est extrêmement important à jouer aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, à vous entendre les uns et les autres, il y a quand même des mots qui reviennent très régulièrement dans ce que vous dites, et puis peut-être qu'on peut commencer par ça. Je propose qu'on fasse, je vous dis que c'était un peu rock'n'roll, c'est parce qu'on fait un petit peu ça en live, mais voilà, on a des personnes, on a de nombreuses personnes qui vont pouvoir répondre à vos interrogations. Moi, je lance un petit peu le débat comme ça, et puis on verra comment ça résonne avec la salle. Vous parlez de freins, vous parlez de lever des freins, vous parlez d'obstacles, on parle beaucoup d'obstacles au changement. Est-ce que vous
pouvez, chacun dans votre domaine, peut-être qu'on va recommencer de ce côté-là avec la question des métiers de la construction. On sait, aujourd'hui, on l'entend de plus en plus qu'il nous manque des personnes formées, compétentes pour pouvoir véritablement poser des panneaux solaires, faire de la rénovation, etc. Je lisais une interview de Marc Muller récemment dans Le Temps, alors vous pouvez être d'accord ou pas avec lui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il disait mais il faut réorienter les gens, il ne faut pas former autant d'universitaires, il faut les réorienter vers l'apprentissage. Ça résonne, Monsieur Saxo? Oui, absolument, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a une nouvelle orientation qu'il faut amener aux jeunes. On en parlait avec Philippe, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que le CG ou le collège. Surtout si c'est pour ne pas aller jusqu'au bout et puis s'arrêter entre-temps, c'est quand même des années de perdu et de l'argent public dépensé inutilement. Il faut s'orienter sur les filiales de l'apprentissage, en plein temps ou en dual. C'est des excellentes formations. On monte en puissance au niveau de la technique qu'on demande aux jeunes. La transition énergétique et toutes les solutions qu'on apporte à ces jeunes sont importantes. On doit moderniser nos centres de formation. Donc c'est vraiment une filière qu'il faut qu'on développe. On essaie de rendre la profession aussi un petit peu plus sexy, comme je le disais, pour que ces jeunes soient motivés à nous rejoindre et à apprendre un métier et à être des vrais acteurs de la transition énergétique et de notre économie verte. Et en quoi est-ce que c'est pas sexy, les métiers de la construction? Qu'est-ce qui fait que ça séduit pas tant que ça? Alors, c'est pas tous les métiers de la construction ou les métiers techniques qui sont tous pas sexy. L'électricité, elle est beaucoup plus que le chauffage, par exemple, parce que on raccorde des prises dans des bureaux qui sont jolis, des ordinateurs, de la fibre et autres. Les métiers du chauffage ou du sanitaire ou la construction métallique, c'est un petit peu encore la métallurgie, vu que comme certains, on est dans des sous-sols humides ou mal éclairés, à souder, pas toujours très propres. Donc, il faut qu'on fasse part aux jeunes que c'est autrement, qu'on fonctionne avec des tablettes, qu'on fait de l'optimisation énergétique et que on a besoin aussi de jeunes derrière un ordinateur qui font des calculs et qui trouvent des solutions plus économiques. Donc la profession évolue et il faut que les cycles nous ouvrent leurs portes. Il n'y en a pas encore assez actuellement pour qu'on puisse aller expliquer aux 10e, aux 11e années, nous, les professionnels, les associations, qu'on leur parle de nos métiers et de ces évolutions. Monsieur Massonnet, peut-être vous pouvez... Alors, je rejoins complètement ce qu'il a dit. Alors, l'électricité, c'est vrai qu'elle est plus attirante parce qu'on parle de fibre optique, on parle de réseau informatique, on parle de domotique. Donc, c'est clair qu'il y a un domaine qui est beaucoup plus vaste quand on rentre dans un CFC d'installateur électricien. Mais je rejoins complètement Didier sur le fait qu'à la base, il faut qu'on nous fasse venir des gens, des jeunes qui soient, je dirais, avec un niveau de formation un peu plus élevé. Aujourd'hui, chez les électriciens, on a 450 apprentis en formation pour les 4 ans et pour nos quatre métiers. Le problème, c'est que au niveau de l'école, on a tendance à dénigrer un peu la voie de l'apprentissage. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont des problèmes de niveau, ce qui engendre beaucoup de cours de rattrapage, que ce soit pour le français, que ce soit pour les maths, etc. Donc, on aimerait quand même qu'on donne plus de chance à l'apprentissage dès l'orientation à l'école. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que de la plupart des chefs d'entreprise qui sont à la tête des PME à Genève sont tous issus d'un CFC. Ils ont, pour certains, repris l'entreprise de leur père, mais en passant par un CFC. La plupart des autres se sont faits sur le tas, c'est-à-dire qu'ils ont fait des formations supérieures. Et puis, il faut savoir aussi qu'après le CFC, il y a pléthore de formations supérieures dans tous les métiers techniques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on commence par un CFC qu'on finira pas ou chef d'entreprise ou cadre supérieur ou avec des responsabilités dans une grande entreprise qui fait de la technique. Donc, nous, pour rendre nos métiers, comme le disait Didier, plus sexy, il faudrait déjà que on ne pense pas que le CFC à la base n'est pas une bonne voie. Et que j'imagine par rapport aux discussions qu'on a eues tout à l'heure, par rapport à la vente de nos métiers, à essayer de le rendre plus attractif auprès des jeunes. Nous, on est des techniciens. Je crois que
les discussions de cet après-midi ont provoqué une réflexion chez nous, où peut-être qu'il faut qu'on s'appuie encore plus qu'aujourd'hui. C'est vrai que d'aller dans les cycles, c'est bien. C'est vrai que de faire des vidéos avec nos organisations fêtières, c'est bien. Mais je crois qu'il y a peut-être un peu plus de travail à faire, de lobbying, pour que les métiers techniques, on aille peut-être plus au devant des jeunes en leur disant, ben voilà la carrière que tu peux faire. C'est pas le chantier avec les problèmes de chantier, comme le disait un bâtiment, c'est pas que des sous-sols humides, au froid. Il y a toute une technologie qui aujourd'hui se fait et c'est très varié. Aujourd'hui, vous faites des villas, vous faites des rénovations, vous travaillez en ville, vous travaillez à l'extérieur de la ville, vous travaillez au sommet d'un bâtiment. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui se passent toujours dans le même bureau, avec les mêmes horaires, hein. Les métiers du bâtiment sont extrêmement variés. Ça peut se faire au soleil, ça peut se faire sous la pluie, c'est moins drôle, ça peut se faire sous la neige aussi, mais vous faites jamais pendant plus d'un an la même chose et au même endroit. Donc tout ça aussi, peut-être qu'on a des progrès à faire sur la vente de nos métiers auprès des jeunes. Ça, c'est pas impossible que ce soit le cas. Jeunes hommes et jeunes femmes. Oui, alors, on se réjouit, on en a, hein, on l'a pas assez dit cet après-midi, et merci de nous rappeler à l'ordre. Et c'est vrai que on a, par rapport aux métiers comme le bois ou les peintres, ou même dans le génie civil, hein, il y a beaucoup plus de femmes techniciennes dans le génie civil que dans nos métiers. On a eu, chez nous, quelques apprentis électriciennes. Je pense qu'effectivement, dans les métiers techniques, on n'a pas assez de femmes, que ce soit dans l'encadrement technique des chefs de projet ou même sur le terrain. C'est un métier qui est difficile, mais pas du tout impossible pour qu'on puisse être rejoint par beaucoup plus de femmes qu'on en a aujourd'hui. Continuons sur les freins au changement, si vous voulez bien. Admettons que je veuille me reconvertir dans un métier qui me semble avoir du sens aujourd'hui, peut-être dans justement l'installation de panneaux solaires ou autre. Je n'ai pas du tout la formation initiale pour. Monsieur Yves Chardelancourt, est-ce que la formation continue peut me permettre d'opérer une telle reconversion? Elle devrait. Elle devrait, pour autant qu'on arrive à faire évoluer le paradigme de la formation. Aujourd'hui, on doit passer par toutes les étapes forcément, enfin de faire une formation complète qui va durer 3 ou 4 ans. Et c'est vrai que à votre âge, madame, je pense que vous avez moins de temps qu'un jeune qui a 15 ans pour pouvoir vous former. Et en effet, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je disais en préambule qu'il faut aujourd'hui une vraie politique sur l'employabilité, parce que on a des problèmes on a des pénuries annoncées dans le bâtiment, très clairement, mais il y a énormément d'autres secteurs qui souffrent de ces pénuries, dans le transport routier, dans la petite enfance, etc., etc. Et on a besoin de s'améliorer tant au niveau de la communication qu'au niveau de la forme, de la formation continue. Et véritablement, on doit travailler sur cette agilité, celle qu'on prône en entreprise. Eh bien, c'est une autocritique qu'on doit faire au niveau de la formation, clairement. Et ça ne se met pas en place en un jour, ni en une année, enfin, il manque clairement pour que ça puisse se faire. Ça va devoir être prévu sur plusieurs années pour que moi, un jour, je puisse me dire, ah oui, je veux complètement changer de métier et puis me reconvertir dans un métier technique. Mais très clairement, je pense que toutes les transitions dont on parle aujourd'hui, elles auront nécessairement besoin de bras et de cerveau. Je veux dire, bien sûr qu'on a des pénuries au niveau des matériaux, approvisionnement et adoption technologique, mais on a besoin de ressources humaines aujourd'hui et puis on va dire des bonnes ressources humaines aux bons endroits. Donc, il y a des solutions. On arrive aujourd'hui à flexibiliser énormément de systèmes, et notamment grâce à la formation continue, parce que c'est vrai que la formation initiale est très, très contrainte dans sa forme aujourd'hui, hein, avec des ordonnances fédérales, avec un rythme de modification tous les 5 ou 10 ans. Plus après, je vous passe tous les détails joyeux du système fédéral, hein, avec toutes les consultations et autres. Donc, c'est des systèmes qui mettent énormément de temps à évoluer, contrairement à la formation continue qui peut être beaucoup plus agile.
Là, j'ai envie de passer la parole à la salle. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se retrouvent justement confrontées à une pénurie de main-d'œuvre ou qui souhaiteraient changer de métier, ou qui a une question peut-être à poser à l'un de nos intervenants sur cette question de l'emploi, de l'employabilité, des nouveaux métiers, de la transition ouais, monsieur, on va vous amener un micro. Voilà. Mais vous êtes le premier, alors allez-y. C'est très très bien. Pour une fois que je suis premier en quelque chose. Tout à l'heure, dans l'atelier sur la formation, on a parlé des charpentiers, de la pénurie de charpentiers. Quand j'étais jeune comme vous, il y a un siècle, il y avait des charpentiers qui étaient des publicités ambulantes pour leur métier. C'était ceux qu'on appelait les hambourgeois. Que sont-ils devenus? On en voyait encore pas mal il y a une dizaine d'années, 10, 20 ans à Genève. Ils avaient même leur bistrot de rendez-vous. Ils ont disparu de la circulation. Ce type de formation, qui existe aussi en France sous, je crois, l'appellation des compagnons, est-ce qu'elle correspond à ce qu'on appelle l'apprentissage ici? Et est-ce que leur image n'était pas plus parlante que celle de l'apprentissage dont on y dit tant de bien, mais dont les gens veulent si peu. Ça, c'est une des questions. Et la seconde question, parce que comme j'ai un âge supérieur à vos âges cumulés, j'entendais à peu près rien du haut-parleur, mais j'ai entendu une phrase très parlante. C'est quand on entre dans une entreprise, on ne perd pas sa citoyenneté. Quand on entre dans son entreprise, oh, cette phrase est pleine de sous-entendus. J'entends rien, mais j'entends les sous-entendus. Et alors, j'aurais bien voulu que la personne qui se réfugie prudemment derrière des sous-entendus pour ne choquer personne dans la salle soit contrainte de s'expliquer. Voilà, bon, alors, Monsieur Druon a quelques minutes pour y réfléchir. On va peut-être d'abord répondre à la première question. Que sont devenus les hambourgeois? Le savez-vous? Je crois qu'aujourd'hui, on les appelle influenceurs et influenceuses sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Et je pense qu'une des clés, justement, pour attirer des jeunes, c'est peut-être de commencer à parler leur propre langage. Je vais laisser la parole à mes collègues. Alors effectivement, c'est assez juste. Le compagnon en électricité n'existe pas, en tout cas pas sous la forme qu'on connaît. Moi, j'ai un compagnon dans notre structure qui fait le solaire, puisqu'il nous fallait un charpentier pour poser les panneaux solaires. Donc on a eu la chance de trouver quelqu'un qui avait une formation de compagnon comme charpentier, et puis qui effectivement avait aussi des notions d'électricité, donc il alliait les deux. C'est quelque chose qui aujourd'hui, avec nos métiers techniques et les diplômes que l'on doit passer, ne s'y prête pas finalement. Par contre, il n'y a pas non plus, et on peut le regretter, on pourrait faire une forme de compagnonnage en envoyant nos meilleurs éléments faire des stages dans différents cantons pour apprendre le métier et revenir. Et je suis tout à fait d'accord que c'est des publicités ambulantes et que ces gens-là, c'est des références, puisque quand on parle de compagnons, que ce soit en France ou ici, on s'aperçoit que forcément c'est une référence de qualité, de connaissance et de maîtrise totale du métier. Mais effectivement, je rejoins ce que disait Yves par rapport à la forme actuelle. Mais dans les métiers d'électricité, je passerai la parole à Didier pour le chauffage, mais nous, on n'a malheureusement pas cette démarche-là. Et puis je suis un peu comme vous, pas nostalgique, mais ça pourrait être aussi une manière de valoriser notre métier. Ouais. Au niveau de notre centre de formation et du pôle formation de la MBG, on s'intéresse effectivement aux réseaux sociaux. C'est vrai, on en a peut-être pas assez parlé cet après-midi. TikTok, Instagram, il faut parler jeunes, comme l'a dit Philippe, et il y a plein de choses qui se mettent en place aussi avec l'OFPC, où on fait des déclarations sur les radios, on utilise enfin ces réseaux sociaux pour Facebook, entre autres, pour bien communiquer avec eux. C'est vrai que les employés de nos entreprises ont aussi un petit peu changé, et moi je me rappelle dans la mienne, entreprise familiale, quand j'y suis rentré il y a un peu plus de 30 ans,
À la fin de la journée, tout le monde buvait l'apéritif dans le Carnotze ou dans le petit bistrot de Carouge, et puis on se croisait avec les plombiers, avec les électriciens, et puis ça faisait une visibilité de nos entreprises et de nos métiers techniques, et puis tout le monde parlait de ça, et puis Carouge, entre autres, était vraiment une ville très artisanale. Et maintenant, il faut avouer que tout le monde quitte à 5h moins 2 son bureau, prend sa voiture, rentre chez lui, et qu'on voit plus grand monde dans les bistrots, et que cette fibre entrepreneuriale disparaît un petit peu, et cette visibilité de nos entreprises aussi, par la même occasion. Je vous laisse garder encore en tête peut-être la réponse à la question de monsieur, si vous voulez bien. On va y revenir, monsieur, ne vous inquiétez pas. J'avais juste envie de poser une question à Véronique Diebold et Maëva Colère. Ça tombe bien, elle a pris le micro. Parce que, voilà, on a parlé des métiers techniques et puis de la revalorisation de la filière de l'apprentissage. Il se trouve que dans les métiers de la transition, il y a aussi des universitaires. Vous avez toutes les deux, vous êtes deux jeunes femmes formées à la durabilité à travers un master, sauf erreur pour l'une et pour l'autre. Est-ce que aujourd'hui, ces professions-là, elles ont de vrais débouchés? Est-ce que quand on se forme dans l'environnement ou dans la durabilité aujourd'hui, c'est facile de trouver un job quand on sort de l'Uni? Alors merci pour la question, parce qu'en plus ça rejoint ce que je voulais dire pour rebondir sur ce qui était en train d'être dit. Alors oui, effectivement, moi j'ai fait un master en durabilité. Le point que je voulais relever par rapport aussi aux nouvelles générations, c'est le besoin de sens des nouveaux des métiers d'aujourd'hui. C'est pas juste faire un boulot pour faire un boulot. Alors, il y en a aussi, c'est ça, mais de manière générale, on ressent aussi ce besoin d'avoir du sens de pourquoi je fais ça, quelle est ma place dans la société et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je pense que ce soit réorientation professionnelle ou une espèce de vocation de base, c'est ça qu'on attend aussi derrière, c'est d'être des réels acteurs en fait. Ça peut être en changeant un système électrique qui va permettre une meilleure performance énergétique ou la sensibilisation des nouvelles générations. Ça peut prendre des aspects très divers, mais il y a ça qui est derrière. Moi, c'est pour ça que j'ai fait mon master en durabilité, c'est que j'ai toujours une sensibilité. Honnêtement, quand j'ai commencé ce master, je savais pas du tout ce que je voulais faire, comment, ce que j'allais découvrir derrière. J'ai été dans la première volée en fait à tester cette nouvelle formation. Mais tout ce que je voulais, il y avait quelque chose derrière qui disait je veux trouver ma place là-dedans, je veux faire partie d'eux. Je veux pouvoir, dans 30 ans, dire bah oui, j'ai fait ma part. Alors, on en est là où on en est aujourd'hui, mais j'ai fait ma part. Et alors, honnêtement, en sortant de ce master, je pense que bon, il y a différents facteurs. J'ai mis quelques mois avant de trouver mon premier poste. C'est chargé de projet en RSE ou ces titres-là, ça peut prendre des formes des noms très différents. C'est une niche un peu en pleine expansion, mais il faut encore le justifier. Ça fait un petit peu peur. De toute façon, dès que c'est nouveau, quelque chose, ça fait un petit peu peur. On ne sait pas trop. Il y a la vision aussi court terme. Le côté business, c'est on veut la rentabilité tout de suite. Le développement durable, c'est une rentabilité moyen-long terme. Donc, c'est aussi un changement de mentalité qui doit s'opérer. Donc, oui, moi, j'ai mis quelques mois avant de trouver mon premier emploi, qui a été un tremplin pour la suite. J'acquiers de l'expérience à chaque fois. Mais il y a clairement des débouchés. Voilà qui est rassurant. Véronique Diebold, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour la formation effectivement initiale, en tout cas tous ceux qui avaient fait en même temps que moi leur master, ont trouvé du travail grâce en fait aux stages. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats autour des stages en ce moment, payés, non payés, etc. Mais en tout cas, ça a été vraiment, pour chacun de nous avec qui je suis encore en contact, le moment où on s'est, j'allais dire vraiment formé, mais c'est pas ça, mais où on a pu acquérir vraiment de l'expérience. Après, c'est vrai qu'au niveau des postes, il y a eu un creux. J'étais en train de calculer ça. Enfin, mine de rien, j'ai calculé il y a combien de temps? Ça faisait 15 ans quand même. Au bout d'un moment, il y a eu beaucoup de formations continues et beaucoup de personnes en reconversion qui cherchaient. Donc, je crois qu'effectivement, il y a quand même eu plus de personnes formées que de places qui s'ouvraient. Ou alors, c'était recruté à l'interne. Et maintenant, attendez, il faut que je regarde aussi. Voilà, merci. Maintenant,
j'ai l'impression qu'il y a énormément de postes, et comme le disait, c'est pas forcément responsable RSE, mais c'est business analyst, impact analyst, pour beaucoup de postes comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est en train de s'équilibrer, mais voilà. On va pouvoir passer la parole à M. Druon pour répondre à la question. Alors, est-ce qu'on laisse, pourquoi, quand on entre dans votre entreprise, on ne laisse pas sa citoyenneté à la porte? Bon, on a beaucoup parlé cet après-midi, et encore là, je trouve, du sens qu'on donne au travail. Et donc, les sous-entendus dans mon propos sont le fruit de mon expérience. Je n'ai pas toujours travaillé là où je suis aujourd'hui. Et j'ai traversé des expériences dans des entreprises où j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens. Et j'apprends que 40% des salariés de ce pays, ici, c'est troublant parce que ça arrive juste au moment où on essaye de faire une réponse intelligente et courte. Enfin, intelligente, on espère, courte, on le rêve. Pas perdre sa citoyenneté en franchissant les portes de l'entreprise, c'est-à-dire sortir des procédures et des systèmes dans les entreprises qui ont fait que ce que l'on fait est hors sol. Nous sommes vivants et sensibles. Nous ressentons de façon consciente, permanente, l'éloignement avec le réel dans les systèmes de management, principalement à l'anglo-saxonne, dont on nous affuble et qu'on nous impose comme la seule technique pour aboutir à des résultats et à produire de la croissance. On en a oublié de vivre, comme dit la chanson. Et je crois que la crise que nous traverserons et que nous avons commencé de traverser, cette crise de l'accumulation des déchets, du dérèglement du climat et de l'accroissement gigantesque des inégalités entre les uns et les autres, nous projette dans le non-sens, et que dans l'entreprise, on peut retrouver du sens en rétablissant le lien avec le sensible et le vivant. Donc en étant agile, donc en se formant tout au long de la vie, à changer dans notre entreprise tous les jours les outils, les produits qu'on utilisait auparavant, qui étaient toxiques et qui engageaient cette destruction. Donc retrouver du sens et retrouver sa citoyenneté ou ne pas la perdre en franchissant les portes de l'entreprise, c'est accepter, admettre, de questionner le système dont on nous a dit qu'il était sans alternative dans les années 80 et dont il est bien aujourd'hui, nous sommes bien contraints aujourd'hui de comprendre qu'en fait, il faut le remettre en question rapidement, collectivement, et c'est maintenant. Voilà. Ça vous convient, monsieur? Applaudissements. On peut creuser la question du sens encore un peu. J'avais envie de vous poser la question, monsieur Favoulet. Lorsqu'on s'adresse à vous, lorsque des gens veulent monter leur entreprise aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'ils cherchent aussi, donner du sens à leur vie professionnelle ou à leur vie tout court? Parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler quand même, donc il faut que ça ait du sens, non? C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir entre 40 et 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une phase de vie professionnelle qui a été menée, il y a une forme de remise en cause, de finalement où j'en suis aujourd'hui, est-ce que c'est réellement la destination que j'avais choisie? On s'aperçoit que les gens sont pas toujours acteurs de leur destin et que souvent ils se retrouvent dans des filières qu'ils n'ont pas toujours choisies de manière spontanée, parfois par manque d'information. Et je crois qu'il y a quand même des petites choses à changer. Je rebondis sur ce qui a été dit. Moi, j'ai été frappé par un étudiant lors d'une séance, une soirée HES où on parlait de l'avenir, qui nous disait « Avez-vous réellement envie de vivre dans un monde où les étudiants ingénieurs ont peur de se tromper ?» Où les étudiants ingénieurs ont peur de se tromper. Et la peur de se tromper, effectivement, elle est grave en fait au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas parce qu'on a peur de choses qui n'existent pas. Et parfois dans les projets, on imagine des freins qui n'ont jamais existé, on imagine que les solutions n'existent pas sans les avoir cherchées. Et c'est un peu le principe de, il y a quelqu'un qui a pêché un poisson dans un lac, ça a été le premier parce que tous les autres étaient persuadés qu'il n'y avait pas de poisson dans ce lac. Comme lui, il savait pas, il y a été, il a tenté, il a pêché. Donc il y a cette dimension qui est assez importante. L'autre point aussi, c'est
il y a une vraie notion de confiance. J'assistais à une conférence il y a quelque temps assez marquante d'une entrepreneuse canadienne qui disait c'était un vrai défi en fait de faire confiance à ses équipes, mais une vraie confiance est totale. Et la vraie confiance, c'est pas seulement quand ça va bien, c'est aussi dans les phases de tourmente, de laisser l'équipe s'exprimer en partant du principe qu'à plusieurs, ils trouveront forcément une meilleure solution que l'entrepreneur tout seul. Mais c'est un sacré challenge, hein, de lâcher la bride quand tout va mal et quand les éléments sont contre nous. C'est une vraie discipline de tous les jours. Et c'est tout ça en fait, c'est tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants. On a besoin de reprendre confiance dans les autres, se faire confiance à nous-mêmes et effectivement retrouver ce sens. Merci. Antonin Calderon, vous vouliez réagir, vous aviez quelque chose à dire là, sinon j'ai une question à vous poser, allez-y. Tu as posé la question, du coup je peux rebondir. Non, mais je voulais aussi vous poser la question du sens, mais dans le cadre de la comète, est-ce que c'est aussi tenter de donner du sens à la vie en société sur un territoire communal? Comment est-ce qu'on peut faire société ensemble et y donner du sens que de s'engager dans une coopérative comme celle que vous avez présentée? C'est vrai que c'est vraiment notre angle d'action privilégié, prioritaire en tant qu'économie locale durable, qu'on appelle notamment économie sociale et solidaire, de travailler en fait, à l'échelle qui permet aux entreprises, mais aussi et surtout aux citoyennes et citoyens de comprendre de quoi elles parlent, de travailler à une échelle qu'on appréhende en fait en tant qu'habitant d'un quartier. Donc la commune, le quartier, c'est vraiment une échelle où on a des biens et services de proximité qui nous concernent, sur lesquels on peut avoir du coup une action, et puis qu'on va pouvoir comprendre. Et à partir de ces biens et services de proximité, on peut remonter des filières économiques, c'est-à-dire mais comment est produit, comment est transformé, comment est transporté le bien ou le service qui est mis à disposition, et sur lequel je donne mon avis en tant qu'habitant d'une communauté, d'une ville, d'un pays, etc. Et donc c'est vraiment l'angle de départ qui permet à partir de là de rendre les citoyens et citoyennes actrices, acteurs de cette transition écologique, et c'est vraiment prioritaire, et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir travailler avec la ville de Meyrin sur ce prototype. Et ça me permet de rebondir pour aussi par rapport aux obstacles, un peu, si on sort un petit peu du micro et qu'on parle un peu plus au niveau global, je pense que c'est intéressant de rappeler, de rebondir sur le fait que oui, il y a une inadéquation entre le besoin de sens et la recherche de travail, d'activité de jeunes, mais aussi de moins jeunes, qui sont des fois dégoûtés ou qui sortent d'entreprises qui relèvent du passé, disons, qui disent mais comment, soit je me lance en tant qu'indépendant, qui peut être accompagné par Jérôme notamment, soit je retrouve une activité salariée dans les entreprises. Et là, on voit qu'il y a une vraie inadéquation et il y a un grand travail, et c'est aussi le rôle notamment de la Comète, mais un peu partout dans le monde, de structurer les entreprises, de les financer, de permettre d'accueillir ou d'accompagner les personnes qui veulent trouver du sens. Mais actuellement, on a un gros déficit à ce niveau-là. Un autre aspect qui me semble assez important, qui est vraiment très structurel, j'ai envie de dire qu'on est un peu dans un monde qui est très, je dirais, illibéral ou allibéral, dans le sens où les règles du jeu économique, en fait, elles empêchent complètement la production de biens et services qui prennent en compte les aspects sociaux et environnementaux. On arrive à des choses complètement folles, où ça nous rapporte plus d'avoir des serveurs qui minent du Bitcoin que de participer à partager des connaissances, par exemple. Ça rapporte rien et ça rapporte beaucoup d'argent potentiellement de miner. Ça va coûter beaucoup plus cher de réparer que de racheter en neuf. Et c'est quelques exemples aussi où l'aliment qui va faire en moyenne c'est 2000 km sur la planète pour arriver sur notre assiette, et il va coûter moins cher que s'il vient de quelques centaines quelques dizaines de kilomètres. Et ça c'est fait parce qu'en fait nos règles économiques, elles ne prennent pas du tout en compte l'impact social et environnemental. Et c'est vraiment ça qu'en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, en fait on travaille, mais comment on change ces règles du jeu, comment on arrive à réconcilier prix juste à la production et à la consommation. C'est vraiment au cœur aussi des travaux qu'auront la Comète. Comment réconcilier ça? Comment c'est accessible et c'est durable? Et ça, les pouvoirs publics ont vraiment un rôle vraiment clé, parce qu'elles peuvent changer des règles du jeu qui vont accélérer, qui vont faire gagner 10, 20 ans. Et je pense qu'on parle, le Club de Rome, c'est il y a 50 ans. Et si ça n'a pas bougé, c'est aussi parce qu'on n'a pas eu ces activateurs qui font des accélérations énormes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque et qu'on doit absolument, urgemment bouger. Et je finirai par là, une dernière chose que je vais vous partager, c'est faisons attention aussi aux fausses bonnes idées. Je pense qu'on en a tous en tête. Ça me fait penser à une citation que j'aime bien, malheureusement qui est lourde de sens, c'est que la route de l'extinction est pavée de bonnes intentions. Et du coup, un exemple très, très concret, peut-être un peu concret, le fait de remplacer massivement partout une flotte de véhicules thermiques par des véhicules
électrique, en fait, c'est diminuer une limite planétaire qui est l'émission de carbone, mais c'est en exploser une autre qui est en fait l'extraction de minerais, et en fait c'est polluer qu'on verra jamais ici, mais en fait c'est polluer des surfaces entières de la planète. Et donc c'est quoi la solution? Comme la comète, exactement. La solution, c'est Don't Look Up. La solution, c'est de penser en fait en même temps sobriété et en même temps technologie. Et un bon exemple, c'est comment on mutualise l'usage des voitures thermiques qui existent, et comment en fait dès qu'on a une voiture thermique à changer, on a une usine qui permet d'avoir des véhicules, si possible partagés, électriques. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus, mais faisons attention aussi aux fausses bonnes idées dans cette transition écologique. La jolie comète qu'on voit passer, la voiture électrique, faut pas oublier ce qu'il y a derrière. On a compris, merci. Monsieur, peut-être madame, parce que voilà, elle n'a pas encore posé de questions. Et puis, je vois une autre main qui se lève là-bas. Oui, bonjour, Patricia Gorin, je suis porteuse du projet Butterfly Transition. J'accompagne les personnes qui sont en transition de carrière justement à créer le job de leur rêve dans les emplois verts. Et je voulais remercier le panel et la discussion parce que je trouve extrêmement inspirant, enrichissant tout ce qui s'est dit. Et je voulais juste faire un commentaire et poser une question. Rebondir sur ce qui a été dit dans le sens où en effet, moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui viennent me voir, qui sont en perte de sens, remise en question, perte de valeur, enfin tout ce que vous avez un peu dit. Et puis, il y a aussi beaucoup une évolution de l'état d'esprit. Donc, beaucoup de profils de personnes qui se disent, bon, là, il y a le système qui marche normalement, mais ce système ne répond pas toujours à mes attentes et à ce que je souhaite. Et donc, du coup, il y a beaucoup de création d'emplois qui va se faire également dans le marché caché. Et donc, se réinventer, inventer quelque chose qui n'existe pas encore parce qu'il n'y a pas forcément les formations qui sont là. Et comment on peut accompagner et accélérer en fait ces créations de jobs. Donc on voit aussi beaucoup l'intrapreneuriat, donc des jobs qui vont être de courte durée sur des projets. On parle de plus en plus de projets pilotes également. Et puis de plus en plus d'entrepreneurs aussi qui commencent à apparaître, d'où aussi l'apparition d'énormément d'institutions, d'accompagnement, de coaching, etc., etc. Donc moi je me demandais en fait... en termes de questions, si on va dans vos différentes institutions et on vous dit, voilà, dans le marché caché, donc les annonces que vous ne proposez pas sur Internet pour une recherche pensée et vous avez appliqué en disant, voilà, on a un réel besoin, on a un budget, on cherche quelqu'un, et le marché caché qui se trouve énormément dans le réseautage, des gens qui vont venir vers vous, vous poser la question, est-ce qu'il y aurait moyen de créer quelque chose si j'ai les compétences à vous proposer et vous avez des besoins, mais vous n'avez pas forcément le budget? Qu'est-ce qui est réalisable dans les 6 mois à venir? Voilà. Qui souhaite y répondre? Vous voulez laisser quoi? Je voulais juste rajouter qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'offres dans les emplois verts qui est très, très large en fonction des compétences qu'on recherche. Néanmoins, il reste énormément de rechercheurs d'emploi dans les emplois verts ou qui cherchent en tout cas à se reconvertir, à y accéder. Il y a en termes de durabilité, refaire certains diplômes pour y accéder et d'autres via les stages, on peut y arriver également. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ça? Et est-ce que réellement, dans vos institutions, il y a un marché caché réel? Monsieur Druon et Madame Diebold, oui. Monsieur, dans l'ordre que vous souhaitez. Oui, alors, c'est un des pans justement de la comète, c'est de réaliser qu'il y a ces besoins, de ses compétences aussi, et qu'on ne peut pas toujours gagner sa vie avec nos compétences si on n'est pas payé. Et donc du coup, c'est une des prestations, c'est de mettre en relation. Et comme ça a été dit, la commune, c'est celle qui initie, mais ça ne va pas être celle qui porte tout. Et donc, c'est vraiment important, cette mise en relation. Et je pense que, je n'étais pas dans ce qui s'est passé à la comète, mais c'est aussi ces étapes-là de dire où sont les besoins, où sont les compétences et créer cette structure. Donc, en tout cas, en théorie, on ne sait pas encore, même en pratique. On espère ne pas avoir trop peur d'oser. Et voilà, c'est indépendant de la comète en tout cas. J'espère que je ne vais pas répondre à côté de la question. Si on considère que l'entreprise réinvestit tous ses résultats produits par son travail dans l'entreprise, sans avoir l'obligation de distribuer une partie de ce résultat en dividende.
on gagne des moyens et chez nous, c'est ce qu'on fait. Et on a créé un centre de formation en interne pour, dans un premier temps, engendrer la polyvalence chez l'ensemble des membres de l'équipe, parce que notre métier est en effondrement et que nous savons qu'à court terme, le métier que nous faisons, nous ne le ferons plus. Or, on veut préserver l'équipe, l'employabilité, les savoir-faire, et on va donc créer un centre de formation, ce qu'on a fait, d'abord en interne, et ensuite, ce centre de formation propose ses services à l'extérieur et devient une nouvelle activité. Alors, l'autofinancement, la formation, tout nous amène à l'agilité pour nous adapter à une transition qui est en train de se faire et qui va forcément avoir des impacts sur toutes les activités de la société humaine, sans exception. Donc l'agilité, la formation, donc la recherche et l'innovation. Et c'est comme ça qu'on sauve le modèle de la petite entreprise qui continue, malgré la crise, à fonctionner et à produire de l'emploi qui a du sens. Madame, si vous pouvez passer votre micro juste à monsieur qui est devant vous, puis je n'oublie pas madame que je ne vois pas parce qu'elle est derrière le pilier pour moi. Mais voilà, là déjà un micro, ce sera à vous après madame. Allez-y monsieur, allez-y. Oui. Je ne pensais pas intervenir là-dessus, mais d'abord une bonne nouvelle qui me dédouanera d'avance des méchancetés que je vais dire après. Il n'existe pas encore de livre la transition écologique pour les nuls. J'ai cherché en ligne pendant que vous parliez, il y a eu des tables rondes, j'ai trouvé des invitations à des tables rondes, mais le livre est encore à écrire, donc c'est une chance pour qui veut la saisir. Maintenant, je ne peux pas entendre que la philosophie libérale empêche le partage des connaissances appartenant à une génération qui a vu qu'on a été obligé de démanteler le service public des PTT pour permettre l'émergence de l'Internet, qui était à l'époque durement réprimé, et donc de permettre le partage des connaissances très désordonné, très anarchique, d'accord, mais quand même partage des connaissances par Google. Alors, je ne dis pas ça pour dire « j'ai raison » et notre cher prometteur militant a tort. Je dis que derrière chaque certitude militante, il y a aussi beaucoup de fausses évidences et que là, ce ne sera pas un livre qu'il faudrait pour en dresser le catalogue, mais une encyclopédie plus épaisse que l'Universalis. Et une fois que vous l'aurez lu, vous serez tous obligés de rechercher une reconversion professionnelle parce que la plupart des idées sur lesquelles on vit en Europe occidentale sont des idées fausses, surtout dans les milieux progressistes. Mais enfin, voilà, je vous aurais au moins mis en garde. Merci monsieur. Je ne sais pas si le militant ou les militants veulent répondre. Juste un mot pour dire, j'ai un collègue qui a 30 ans, même pas, 25 ans, et qui a publié chez Actes Sud l'année dernière « Engager son entreprise dans la transition ». Et nous avons, nous, produit du récit. Donc si vous allez sur Internet et que vous cherchez à pocheco.com, vous verrez dans l'onglet « Librairie » probablement quelques ressources qui vous apporteront quelques éléments de satisfaction et d'insatisfaction. Et j'en profite pour vous montrer ce petit livre. Voilà, c'est celui-ci, c'est paru chez Actes Sud. Je passe à l'acte. Madame. Merci, je m'appelle Geneviève Morand de Résonance. On est l'écosystème apprenant des managers romans. Et j'aimerais faire un parallèle justement entre le management et puis la transition. Parce que dans le management, ce dont vous parlez, monsieur, la médaille, vous avez reçu une médaille là dans le dessin. Tout le monde est attiré par remettre l'humain au centre, par une entreprise plus agile, plus fluide, plus bienveillante. Mais on voit bien que le nombre d'entreprises qui fait le pas reste quand même confiné, où on voit des grandes entreprises faire des avancées là-dedans et revenir en arrière. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène avec la transition. C'est-à-dire, quels sont les breakthroughs dans vos domaines? Je prends un exemple. Il y a 30 ans, quand je suis arrivée à Genève,
on avait les paniers de cocaïne là. Mais maintenant, c'est combien de paniers? Quel est l'apport? Est-ce qu'on peut quantifier en fait l'agriculture genevoise? C'est toujours pareil ou ça a augmenté par rapport au reste? Ensuite, est-ce qu'il y a des breakthroughs ou bien c'est juste des petites choses qui se font, des petites initiatives, ou est-ce que c'est significatif? De même, par exemple, la pompe à chaleur, moi je m'y étais intéressée il y a 25 ans, mais je n'avais même pas trouvé d'interlocuteurs avec lesquels parler. Maintenant, combien il y a de personnes qui offrent ce service? Parce que des fois, c'est difficile de trouver, même les gens qui savent et puis qui peuvent faire ça. Voilà, c'est un peu ma question. Quels sont vraiment les mouvements significatifs qu'on peut voir, et puis quels sont les efforts qu'il faudrait faire? Moi, je trouve que c'est difficile à quantifier ça. Si vous pouvez nous éclairer, merci beaucoup. Merci. Alors, Antonin Calderon, d'abord. Je vais être assez succinct, mais voilà, bon, j'étais pas là dans les premiers balbutiements dont vous parlez il y a 30 ans, donc je vais pas parler on a parlé, disons, évidemment. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis vraiment actif, autant dans les entreprises que dans ces mouvements entrepreneuriaux autour d'une économie plus locale, plus durable. Ce que je vois depuis une dizaine d'années, c'est que, comme vous le dites, il y a vraiment une sorte de plafond de verre. Parce que voilà, je vais pas me réexprimer sur en fait ces conditions cadres en fait qui empêchent, en fait, qui freinent cette transition depuis 50 ans, parce qu'on connaît ces enjeux climatiques. En fait, à un moment donné, on l'entend tellement que c'est presque. Qu'est-ce qui fait que ça bouge pas? Donc, quelles sont ces gâchettes qu'on peut, enfin, qu'est-ce qui sont ces leviers? Et je pense que l'exemple de cocaïne est vraiment intéressant parce que justement, depuis une vingtaine d'années dans l'économie sociale et solidaire, notamment, pas seulement, mais en particulier, il y a beaucoup d'expérimentations, de prototypage, de tests qui restent souvent petits, pas forcément. On parlait notamment de Realis tout à l'heure, qui ont des structures qui ont bien grandi, mais il y a aussi beaucoup d'expérimentations petites et qui n'arrivent pas à dépasser un plafond de verre au niveau entrepreneurial pour soit essaimer, soit grandir suffisamment pour devenir, je reprends l'exemple de mainstream, mais vraiment de se répandre en tant que modèle économique dans la société, ce qui serait vraiment nécessaire compte tenu des enjeux sociétaux qu'on a actuellement. Et je pense qu'une bonne manière qu'on est en train de travailler, c'était vraiment la thématique de notre Assemblée Générale en tant que réseau de l'économie sociale et solidaire il y a à peine 2 semaines, c'est comment à partir de ces expérimentations de contractualisation en fait, des paniers de production, est-ce qu'on peut proposer des biens et services de proximité avec des abonnements pour la population. Et comment du coup on peut proposer aux citoyennes et citoyens de dire oui, je m'engage, je veux une nourriture locale, je veux pouvoir réparer des objets, je veux pouvoir avoir une mobilité partagée, pour prendre quelques exemples. Donc je m'engage sur 6 mois, sur une année. Et ça, c'est un levier très puissant, notamment pour les collectivités publiques ou des fondations, pour permettre en fait de rendre cette transition écologique, enfin cette nouvelle organisation économique finalement, accessible pour tout un chacun. C'est-à-dire en fait ça permet aussi en fonction des moyens de pouvoir peut-être subventionner avec des aides sociales qui existent pour les personnes qui sont en dessous de certains seuils, qui ne peuvent pas se permettre en fait de faire tout bien en termes écologiques parce qu'en fait c'est pas accessible. Et ça c'est un levier de dire tiens, il y a le marché qui fonctionne, comment on pense aussi, on s'engage sur une période, ça permet aux entreprises de dire oui, j'ai tant on s'engage sur tant de lettres, de pochettes, où on s'engage sur tant de vélos, on s'engage sur tant de bâtiments à rénover, pour prendre des exemples un peu concrets. Et donc, je sais que je peux engager du monde, je peux engager de la formation, parce qu'il y a de la demande. Et donc, c'est comment on arrive à réconcilier cette offre et cette demande dans cette urgence climatique et ces tensions sociales de manière raisonnée avec toutes les parties prenantes, entreprises, État, consommateurs. Et ça, c'est ce qu'on commence à travailler de manière, depuis 20-30 ans en termes d'expérimentation. Et là, depuis peu, on veut vraiment le proposer comme un modèle qui puisse vraiment se déployer et s'aimer. Voilà, et j'espère que ça donnera ses fruits. Merci. On peut déjà amener... le monsieur là-bas avait une question, puis ensuite ce sera à vous. Donc, le monsieur qui est là-bas derrière, je lui avais promis un micro. Voilà. On va vous l'amener. Juste pendant ce temps, peut-être, alors, Madame Morand parlait des pompes à chaleur. Aujourd'hui, c'est bon, on trouve les interlocuteurs qu'il faut quand même. Monsieur Saxo. Alors, je ne vais pas parler des installateurs de pompes à chaleur, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un peu conscience de la vie de l'entreprise depuis 25 ans. Moi, je suis intimement persuadé que ça soit chez Didier ou chez nous ou dans toutes les entreprises on va parler de Genève et on va parler des métiers techniques. Je ne vais pas faire une généralité. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 1989, je faisais ce qu'on appelle des maîtrés, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on allait dire à notre chef pour combien on avait travaillé, combien on avait installé de matériel, combien on avait travaillé. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, on doit faire la même chose, 40% moins cher qu'il y a 30 ans. Donc, résultat des courses,
Vous imaginez ce qui s'est passé en 30 ans et vous imaginez qu'on travaille 40% moins cher qu'il y a 30 ans, et ça, je peux le prouver à n'importe qui. Entre-temps, tout s'est durci. Aujourd'hui, on privilégie la vie de famille, on privilégie les miliciens dans l'associatif qui donnent 30% de leur temps pour être comme on l'est là. Aujourd'hui, il y en a plus. Aujourd'hui, les futurs présidents d'associations qui se profilent à l'horizon dans nos métiers, c'est des gens qui d'abord s'occupent de leur boîte ou de leur famille, ou les deux en même temps, et puis l'association vient en troisième. Aujourd'hui, peut-être que moi et Didier, on est peut-être avec on privilégie l'association, puis après on fait des loisirs, etc. Dans nos entreprises, je crois qu'on n'a jamais fait autant de communication pour que les gens soient bien. On n'a jamais eu des conventions collectives qui traitent les gens. Aujourd'hui, le quart d'heure de plus chez nous, il est payé. Les 40 heures sont tenues. On ne travaille pas la nuit si les syndicats sont pas d'accord. On a une protection sociale qui est au top. Et tout ça avec sans arrêt une pression sur les prix qui est de plus en plus grave. Nos autorités continuent à juger, à faire des adjudications qui sont très souvent critiquables par rapport aux entreprises qui sont choisies. Là, aujourd'hui, on se lance dans une transition énergétique où nous, on demande des labels, on demande un soutien des autorités pour que les choses se fassent, mais qu'elles se fassent dans les règles, et puis qu'on puisse travailler à livre ouvert sur des devis qui soient comparables en qualité et en rapport avec les subventions qui vont être données. On doit sans arrêt subir des augmentations de tous les côtés. On a des entreprises générales aujourd'hui qui nous mettent des pressions pas possibles. On a des délais de paiement qui s'allongent. On a des grandes institutions qui sont connues dans le monde entier sur Genève qui ont mis leur délai de paiement à plus de 90 jours avec des tuyaux. Vous envoyez votre facture et puis on vous dit que dans 90 jours, c'est la Pologne qui va vous répondre. Avec des gens qui se mettent en maladie pour rien du tout, un stress constant, des études de moins en moins poussées pour les bâtiments. Et puis là-dedans, il faut qu'on se débrouille avec ça. Et puis derrière, on nous demande de faire effectivement, d'ouvrir nos portes pour qu'on puisse faire venir des stagiaires et tout. Nous, on est parfaitement d'accord. Mais il y a un moment où il faut aussi que ça soit dit. L'entrepreneur, au fond de lui-même, il a envie de former, il a envie d'assurer la relève, il a envie de faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, la plupart de mes collègues, en tout cas dans l'électricité, ils luttent pour que ce qu'ils dépensent à la fin du mois, ils l'encaissent et ils vont chercher leur argent. Parce qu'aujourd'hui, on vit une espèce de débandade, une euphorie de travail où on a l'impression qu'on a loupé un étage et puis que tous les gens qui sont responsables d'une manière générale des projets qui sont en cours, tout le monde est largué. Vous appelez pour qu'on vous paye votre demande d'acompte, on vous dit qu'elle est sous la pile, qu'il n'a pas eu le temps, qu'il a traité le reste. Et puis, c'est pas 30 jours, c'est 60, c'est 90. Et les gens aujourd'hui, et nos fournisseurs, ont des problèmes. Il y a une espèce de cercle qui n'est pas vertueux, mais c'est un cercle vicieux et personne, j'ai l'impression aujourd'hui, n'a envie d'en prendre conscience. Et puis derrière, on nous dit qu'il faut faire des efforts à tous les niveaux, qu'il faut être plus vert, qu'il faut faire un certain nombre de structures. Vous avez aujourd'hui la SOUVA qui déboule chez vous, qui vous fait des grandes théories. Puis après, quand vous donnez un prix à un adjudicataire, qu'il soit public ou pas, vous expliquez tout ce que vous faites, mais il n'en a rien à cirer parce que du coup, c'est quand même le prix le plus bas qui compte. Et puis derrière, il faut essayer de former. Donc, le message que je veux faire là-dedans, c'est pas un message de pleureuse ou de quoi que ce soit. Nous, on est prêts à avoir des gens, à ouvrir nos portes, à dégager des formations. C'est pas forcément qu'une question d'argent. Mais avec ce qu'on est obligé de vivre, avec cette espèce de respect qui part à Walou un peu partout et qui aujourd'hui, l'entrepreneur, il n'a qu'une chose à faire, c'est déjà de se préoccuper comment il va sortir ses salaires à la fin du mois. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et nous, moi, je rêve du temps où ça allait un tout petit peu mieux et puis qu'on pouvait se dire, oui, je peux accueillir quelqu'un, j'ai le temps de m'en occuper, je peux dédier quelqu'un. Aujourd'hui, on nous demande de faire des efforts. Il faut qu'on le fasse parce qu'il faut qu'on laisse, malgré tout, malgré nos soucis, il faut qu'on reste conscient qu'on est en pleine forme. Tout va quand même bien parce qu'on a un travail et qui nous nourrit. Mais d'un autre côté, il faut quand même garder cette porte ouverte parce que ça peut arriver à tout le monde demain de perdre son entreprise ou de perdre son emploi ou d'avoir un problème physique qui vous met dans une situation où il faut se recycler. Et là, on voit que les portes se ferment. Mais derrière toute cette transition énergétique, cette grande envie, toutes ces grandes paroles qu'on a,
moi j'aimerais qu'on n'oublie pas quand même cette forme de réalité qui est quand même celle-ci, et je ne pense pas qu'on va trouver beaucoup de gens pour contredire cette vision-là, parce que la réalité, elle est quand même pas tout à fait aussi rose. Genève explose de boulot, il y a des grues partout, c'est vrai, mais je vous rappelle qu'il y a quand même des reportages qui ont paru sur la RTS où on parle de traite humaine sur les chantiers, on le vit tous les jours, il y a quand même une espèce de décalage entre une forme de réalité ou de ce qu'on veut bien nous expliquer avec les volumes d'affaires et puis les prévisions dans les années qui suivent. À côté de ça, vous avez des entrepreneurs qui doivent se sortir de ça, et si on veut répondre à toutes ces attentes qu'on entend ce soir, eh bien, il y a un moment, il faudrait peut-être penser à réguler un petit peu ce marché et puis que les choses reviennent à une forme de normalité. Voilà, c'était la réponse à ma petite question de transition sur la pompe à chaleur. Mais vous avez bien fait de saisir l'occasion, et il y aura un conseiller d'État qui pourra peut-être rebondir tout à l'heure à vos propos. Monsieur, votre question. Oui, merci beaucoup. Le PTT, ça a été démantelé parce que les nouvelles technologies, dans le temps, c'était le facteur qui ramenait le message, mais avec les nouvelles technologies, la poste de télécommunication est revenue à son âme initiale. Ça se limite aux lettres et aux paquets. Oui. Voilà. Si on parle des métiers, l'apprentissage dans les métiers, c'est important, oui, parce que ça constitue une étape. Dans le secteur de la santé, oui. Aide-soignant, soignant et aide-soignant, comme si même le soignant, il a besoin d'aide. Et puis, coach et coaching. Coach et coaching, c'est très important, notamment dans le sport. Quand il s'agit, ça peut être synonyme d'entraîneur, oui, mais quand il s'agit d'une personne qui est appelée à accomplir une performance et qui a déjà doté de toutes les conditions, le coach, il joue un rôle très important. Et après l'accomplissement de la performance, bien sûr, il y a des entreprises derrière ça. Mais voilà, comme vous disiez, le sens d'une entreprise. L'entreprise a son sens quand elle est installée dans Innovation Park. Ça, c'est vrai. Parce que je pense beaucoup plus aux entreprises sur les new tech, les new technologies. Parce que dans Innovation Park, elle peut vraiment accomplir une performance au sens. Manager de nos jours, il peut être un pilier important pour l'entreprise et pas seulement un associé. Je veux dire, est-ce que le manager aussi, il dépasse le coach? Jérôme, tu peux dire quelque chose? Alors, voilà, la question, est-ce que le manager dépasse le coach? Toujours. Ça, c'est le principe. C'est que la plupart du temps, enfin l'essentiel de notre rôle, c'est quand même de donner confiance aux gens en eux-mêmes. Après, il y a quand même une réalité, c'est que le monde pour l'entrepreneur se complexifie chaque jour. Et ça, je pense qu'il y a eu aussi une question de qui crée les réglementations et à quel point certains organismes de conseil sont acteurs dans la création de nouvelles réglementations. C'est-à-dire que certains créent aussi leur business de demain à travers ces principes-là, et je pense qu'il y a un vrai besoin de simplicité. Pour répondre à la question de tout à l'heure aussi, je crois qu'il faut aussi être patient. En 2000, je me rappelle d'une entreprise qui était basée au parc scientifique d'Écublanc et qui m'expliquait qu'ils faisaient des moteurs à hydrogène pour les véhicules et que 2 ans plus tard, on en aurait dans toutes les rues en Suisse romande. Et aujourd'hui, on est en 2022. Et on commence à reparler et on a des camions qui commencent à circuler à l'hydrogène. Donc il y a aussi ce principe il y a une différence entre le moment où on crée une technologie et le moment où elle est mature pour être diffusée dans le grand public. Et ça, c'est quelque chose d'aussi assez important, c'est qu'on doit être patient et aussi on doit apprendre à persévérer. On a beaucoup entendu pour les produits, il faut réparer plutôt que jeter. Mais moi, mon combat, c'est sur les idées. C'est pas parce qu'une idée, elle n'est pas parfaite qu'il faut l'acheter. J'entends beaucoup de gens qui disent cette idée-là, elle n'est pas bonne. Non. On n'a pas compris comment résoudre une problématique qui est amenée par cette idée. C'est continuer. C'est-à-dire, cette idée-là, l'idée des véhicules électriques généralisés, c'est pas une bonne idée. Ok, on continue dans la même lignée. Si le véhicule électrique, c'est quand même la solution, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ce soit réellement la solution? Et du coup, c'est le partage. Et en fait, c'est ça, c'est d'arriver à se dire, c'est pas parce qu'on s'est trompé que c'est mauvais qu'on doit tout jeter et tout recommencer. On s'est trompé toujours sur une partie et jamais sur la totalité. Donc, il faut continuer pour arriver à customiser le résultat qu'on a obtenu. Recyclons et améliorons les vieilles idées. Je vous laisse parler un tout petit moment avant de prendre la dernière question. Allez-y, Manuel Dron. Je voulais rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Je pourrais reprendre mot pour mot tout ce qu'il a décrit. Dans mon pays et dans mon métier, je vis
strictement la même chose. Et il y a 25 ans déjà, quand j'ai repris l'entreprise, il y avait en plus de ce que vous avez décrit, il y avait du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, des détournements financiers. Et je pourrais continuer comme ça pendant à peu près une demi-heure. Quand on est au fond du trou, on se réinvente complètement. Ce que vous avez décrit et qui est lourd à vivre, c'est votre chance. Sur cette base-là, vous pouvez tout reconstruire, tout réinventer. Et moi, en tout cas, c'est là que j'ai trouvé le rebond. À partir du moment où tout est foutu, il n'y a plus de risque. Alors on y va. C'est ça le métier d'entrepreneur que vous avez. Qu'on appelle rebondir en touchant le fond. Oui. Merci. Il y avait une question ici, là, au deuxième rang, et en fonction de la longueur de la réponse, ce sera la dernière, mais on verra. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Francisco Sanchez. Alors, j'ai une question pour la comète, mais avant, j'aimerais mettre en valeur le quartier des Vergers à Meyrin, qui est un exemple parfait de succès d'un écosystème coopératif, facteur de développement durable du territoire mérinois, mais aussi de cohésion sociale qui respecte les équilibres naturels. On parle d'alimentation de proximité avec l'appellation de la fourche à la fourchette, grâce à la ferme de la Planche qui a été rénovée, le supermarché participatif de proximité que vous avez cité, sans oublier les ateliers de transformation. On a une boucherie, on a une boulangerie, on a une laiterie, fromagerie. Et pour finir, l'auberge des Vergers, où on consomme localement. Donc on relocalise ainsi la production vitale pour les habitants et on abaisse ainsi notre empreinte écologique. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on connaît une guerre non loin d'ici. Ma question, en fait, c'est est-ce qu'il serait envisageable de mettre en place un revenu de transition écologique pour encourager tous ces efforts ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre au nom de la comète, parce que j'animais simplement un atelier avec l'intelligence collective de certaines d'entre vous. Ce que je peux vous dire, c'est que sûrement que Revenu de transition écologique, qui est beaucoup porté par Sophie Swatton et la fondation Zoein, dont je crois qu'il y a quelques représentants dans la salle. Peut-être qu'il faut rappeler d'ailleurs en deux mots le revenu de transition écologique. Comment je le résume, moi en tout cas, ça n'engage que moi, c'est la mise à disposition de moyens. Donc par moyens, il peut y avoir des locaux, il peut y avoir des machines, il peut y avoir du personnel, il peut y avoir des moyens financiers ou de la rémunération de travail. Donc c'est plein de moyens différents pour permettre en fait de passer d'un point A à un point B, donc faire cette transition et du coup de passer d'emplois actuels à d'autres manières de faire l'économie. Donc des emplois qui doivent bouger, des emplois qui doivent se créer, des emplois qui vont s'arrêter naturellement parce qu'il y aura plus de demande pour des choses quand on fait cette transition. Et donc c'est la mise à disposition de ces ressources au sens large qui peuvent constituer un revenu de transition écologique. Et il y a plein de... moi je suis aussi évidemment très concerné par tous les aspects monétaires, comment la monnaie circule, comment elle est créée, comment elle circule, quel est l'intérêt des monnaies locales ou des monnaies thématiques dans un revenu de transition. Et ça, du coup, c'est clair que pour Meyrin, ce qui se passe au Verger, ce qui a été monté par les coopératives d'habitation, par tous les habitants, et soutenu par la commune depuis le début dans les coopératives des Vergers, c'est vraiment un exemple de systèmes locaux, durables et viables économiquement, qui peuvent être du coup appuyés par des revenus de transition, parce qu'il y a certaines activités dans le quartier que personne ne veut ou ne peut payer. Le lien social, économiquement, dans notre modèle, c'est compliqué de le valoriser économiquement. Donc comment on permet d'avoir ce lien social qui va permettre plein d'autres choses, plein d'innovations, plein de choses dans un quartier. Et puis comment ça permet aussi au revenu de transition de s'inspirer des Vergers et d'autres exemples dans le canton et ailleurs pour les faire essaimer, pour les reproduire et du coup d'avoir des moyens, des personnes en fait qui sont payées, rémunérées dans le cadre de cette transition pour mettre en place ces modes, pour s'en inspirer, pour les tester et surtout pour les répliquer. Voilà, c'est ma modeste réponse à la question, mais qui n'engage pour le moment que moi et pas la comète. Merci pour la modeste réponse. Monsieur Truon, vous aviez envie de... Non, pardon. Je voulais me regarder. Alors, à moins qu'il y ait encore une question urgentissime, une frustration qui serait trop grande si vous ne pouviez pas poser votre question. Oh là là là, mais alors 2, c'est trop. Je voulais juste une dernière, mettez-vous d'accord. Monsieur a levé la main en premier. Et l'apéro après, oui, bien sûr. Mais alors, soyez bref, posez une vraie question et pareil pour nos intervenants. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce qui avait été... Alors, c'est
Ah, pardon. Excuse-moi, Maëva, j'étais là. Mais qui pose une question spontanément? Je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit avant par rapport aux bonnes idées, aux fausses bonnes idées, aux vraies mauvaises idées. Alors, il y a des vraies fausses bonnes idées, mais il y a aussi ce que je remarque de manière générale, surtout quand je parle avec des gens qui sont pas forcément... qui adhèrent pas forcément à la cause de la transition, qui voient pas forcément l'implication qu'il y a derrière. Dès qu'il y a quelque chose une proposition qui est faite et qui n'est pas parfaite tout de suite, qui remplit pas 100% du cahier des charges tout de suite, il y a ce côté assez écolo, ça marche pas, tu vois, là c'est pas top, on laisse tomber. Et il y a ce côté aussi, il faudrait persévérer dans les potentielles vraies bonnes idées, qu'il faut juste creuser un petit peu, parce que tout ce qu'on a jusqu'à présent, qui a été développé pendant des dizaines d'années, ça a jamais été, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a jamais été fait du premier coup. Mais jusqu'à présent, c'était pas grave. Tandis que dès que c'est écolo, ça fonctionne pas trop, on jette et puis on va chercher autre chose. Souvent, justement, il faut persévérer, justement, pour pas passer à côté d'une bonne idée qui pourrait faire changer certaines choses. Merci. L'ultime question, monsieur. Bravo. Alors, moi, c'est pas forcément une question, c'est une frustration. Donc, je suis Jean-Pierre Garnier, je suis dirigeant d'une petite société, une petite PME dans l'informatique. Moi, ça fait plus de 35 ans maintenant qu'effectivement je travaille dans cette société que j'ai fondée. Je trouve effectivement tout ce que j'ai appris là était vraiment intéressant aujourd'hui. Maintenant, effectivement, la frustration, elle est un petit peu dans le domaine de la politique qui gère en fait toutes ces sociétés, parce qu'il faut voir que Genève, c'est quand même avant tout des petites PME. Et effectivement, quand un patron de PME, toute sa vie, paye par exemple des assurances sociales et paye surtout du chômage et qui n'y en a pas droit, ça, déjà là, je trouve que c'est effectivement difficile, parce qu'on parle de se planter pour mieux rebondir et pouvoir plus grandir. Eh ben c'est clairement impossible dans notre cas. On n'a pas le droit de se planter. On est dans une politique où effectivement on doit survivre. Et c'est très difficile de parler de transition écologique et de faire des choses écologiques quand effectivement on doit faire très attention à pouvoir payer les salaires pour pas se planter. Voilà, c'est un petit peu la frustration que j'avais envie de rajouter. Mais elle a été entendue. Merci, monsieur. Et puis, alors là, maintenant, on va clore cette partie et passer la parole aux politiques, justement. Donc, ils sont dans la salle, ils vous auront entendu. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants de cette table ronde. Et merci à vous pour vos questions. Avant de les laisser partir et puis avant de passer à la dernière phase, on va... Oui, ça marche, ça va marcher. On va vous envoyer la dernière question du quiz. On a envie de savoir comment vous avez vécu cette soirée, quelles ont été vos impressions. Alors, vous pouvez scanner ce QR code et puis on vous donne des choix de réponse. On imaginez ce que vous pouviez avoir comme impression. Voilà. Alors, à vos téléphones. Attention, les réponses vont arriver bientôt, je pense. Je ne sais plus ce qu'on a mis, alors c'est bon, pour moi aussi, ça va être la surprise. Ah voilà, c'est un nuage de mots. Ah non, alors on vous a pas, on n'a pas prédéterminé vos réponses. Vert, enthousiasmant. Qui dit mieux? Qui dit mieux? De la motivation, ça c'est bien. Espoir. Formation enrichissante. 12-17, ben oui, évidemment. La formation revient à plusieurs reprises, la motivation aussi. Ensemble, je ne vois pas tout, beaucoup de travail, oui. Il y a urgence, c'était superficiel, dommage, alors on essaiera de faire mieux. Prometteur, objectif, que vois-je encore? Connexion, voilà. Et responsabilité, questionnement, du sens. Merci beaucoup, merci pour vos réponses, merci pour votre participation et merci à tous nos intervenants qui peuvent aller rejoindre la salle. Et puis on va laisser la place à Laurent Tremblay.
Voilà, alors j'avais accepté le défi de tenter de faire une synthèse. Je vais donc essayer de donner mes quelques notes. Alors tout d'abord, moi j'ai assisté au premier atelier avec les entreprises mérinoises en transition. Et puis, c'est un petit peu dans ce premier atelier où j'ai trouvé mes premières solutions, en tout cas mes premières réponses. Tout d'abord, on a vu qu'avec BDL5 qui nous a expliqué que tout commençait par un éveil des consciences, par des nouvelles exigences de la part des consommateurs, et que nous n'avions plus le choix, au vu de non seulement de l'urgence climatique, mais aussi de ces nouvelles exigences des consommateurs, que de s'adapter, de se tourner vers cette transition écologique, que le train était à quai, il allait se mettre en marche et qu'il était temps de prendre place à bord. Et c'est ce que BDL a fait. Et elle a aussi beaucoup insisté sur l'accompagnement. C'est un métier de se mettre en transition et il est important que nous ayons les professionnels formés à cette transition pour nous accompagner. Et puis l'hôpital de la Tour, M. Eurin, qui lui nous a expliqué comment ils avaient décidé d'optimiser le parcours de soins des patients, principalement en lui mettant à disposition des équipes multidisciplinaires, mais surtout un outil qui leur permettait de s'informer, de rester connectés, de connaître l'avancement de leur, on va dire, de leur dossier médical, de leur traitement. Et puis, notre collaboratrice vous a expliqué ou nous a expliqué comment à Meyrin, depuis son arrivée en 2019, nous avons décidé de mettre en place cette transition en prenant en compte les personnes et les opportunités et comment on avait mis en place cette approche par domaine d'achat de manière transversale dans l'administration, mais aussi par service pour pouvoir répondre aux besoins de chaque métier. Et en résumé, j'ai envie de dire que pour mettre la transition en mouvement, il faut prendre conscience, il est temps que les personnes qui n'aient encore pas pris conscience le fassent, qu'elles se fassent accompagner et que surtout l'important c'était d'informer et d'échanger sur les différentes pratiques que nous pouvons avoir. Ensuite, j'ai assisté à la... J'avais émis d'abord dans mon introduction l'espoir que Emmanuel Druon nous expliquerait ses recettes. Alors, j'ai vraiment adoré cette explication et cet exposé très riche. Et je retiens surtout la question à se poser, et on l'a vu encore après dans la table ronde, sans se concerter, Madame Koller a rementionné exactement la même chose. Quel sens donner à son travail ? Aujourd'hui, c'est vraiment la question cruciale, comment transformer son travail sans se détruire, sans détruire la planète, sans perdre de l'argent, tout en restant compétitif. Et c'est une question fondamentale pour pouvoir engager cette transition au sein de toutes les entreprises. Pendant cette table ronde, j'ai noté brièvement que des verbes, parce que finalement, je me suis dit que c'est un petit peu ce qui résumait cette journée. Donc, je vous les livre un peu comme ça. Adhérer pour convaincre. C'est important de faire adhérer un minimum de personnes au sein d'une entreprise pour ensuite pouvoir embarquer tout le monde et convaincre le reste. Structurer les démarches, s'appuyer sur les personnes. Donc, il y a là de nouveau cette notion de nécessité de se faire accompagner et puis de s'appuyer sur la richesse que sont les collaboratrices et les collaborateurs de nos entreprises, de nos administrations. Mais c'était important aussi d'échanger, de se responsabiliser pour pouvoir décarboniser, d'adapter, de s'adapter, d'adapter nos métiers, de partager encore une fois cette notion d'échange et de partage, ces expériences, pour pouvoir se prendre en main avec du bon sens et créer des liens.
Et puis les derniers mots que j'ai envie de retenir, c'est de lâcher la pédale des freins, d'éviter les obstacles et d'appuyer sur l'accélérateur. Il nous reste très peu de temps pour aborder ce changement de transition et ce changement de paradigme. Et je crois que ces quelques mots pourraient très bien, on va dire, résumer tout cela. Donc en conclusion, j'ai aussi entendu que les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer. À Meyrin, on en est conscient. Le conseil administratif, dans son programme de législature, a un des 5 axes est très clairement orienté vers l'économie verte et vers la transition. Le mouvement Comet est une réponse ou une première réponse pour pouvoir prendre nos responsabilités au niveau communal. Et puis le MEF et ses diverses éditions passées et futures, j'en suis convaincu, est un instrument pour vous aider, pour nous aider à entreprendre ces démarches et à pouvoir échanger nos expériences. Et j'espère qu'aujourd'hui, cette journée avec nous vous aura permis de répondre à vos questions, de répondre à vos attentes. Et puis, nous aurons, j'espère, réussi, si c'était encore nécessaire de le faire, à vous convaincre pour pouvoir avancer toujours plus nombreux ensemble et de prendre le train de la transition, des transitions. On a entendu que la transition, ça pouvait se décliner aussi, et nous mettre tous ensemble en mouvement. Voilà, c'est ce que je retiens et ce que je souhaitais partager comme synthèse de cette journée qui, je l'espère, encore une fois, aura réussi à intéresser et à vous convaincre de poursuivre les discussions. Et je me réjouis d'ailleurs de pouvoir le faire autour d'un verre après l'allocution de Monsieur le conseiller d'État, à qui j'ai l'honneur de laisser la parole. Monsieur Hodgers, si tu veux bien. Monsieur le conseiller administratif, mesdames et messieurs, d'abord, vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous ici à Meyrin, 12-17, j'ai vu, hein, comme mérinois. Le retour aux sources est toujours appréciable. Et vous portez ainsi le message du Conseil d'État genevois. L'histoire des civilisations nous montre qu'il ne peut y avoir de prospérité économique dans un environnement dégradé. Et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui à nos sociétés, à toutes nos sociétés, à vrai dire, et en particulier au monde des entreprises, qui dans chaque société est le monde vivant de l'innovation, actif, de la créativité, aussi évidemment de la consommation et des enjeux de détérioration des ressources naturelles. Et il est certain qu'il ne peut pas y avoir de prospérité dans un environnement dégradé. Il est certain que cet environnement, on le sait, notamment à l'échelle mondiale, sur le climat se dégrade. Vous avez vu les derniers rapports du GIEC. Il est aussi indéniable que d'autres questions environnementales sont touchées. Je pense à la biodiversité, je pense à la question de la qualité des sols, de l'eau et des ressources naturelles d'une manière générale qui connaissent des destins divers. J'aimerais ce soir, tout en, bien sûr, en réaffirmant ces réalités scientifiques, peut-être vous proposer un autre récit. Parce que cette image de la planète qui brûle, elle est angoissante, elle est tétanisante. Et parfois, face à l'angoisse, on est pris de sidération, comme on dit. On ne peut ni attaquer, ni fuir. Et on ne va pas fuir cette planète, on n'en a pas d'autre. On ne sait pas par où prendre un problème aussi grand que celui de le réchauffement climatique. Et je pense de nombreux témoignages des entreprises, j'ai entendu à la fin un représentant des PME disent mais voilà, entre les charges, le quotidien, de faire mes chiffres d'affaires du mois, les obligations fiscales, toute l'administration qu'il y a derrière le fait de gérer une PME, j'en sais, j'en viens, eh bien, comment penser encore à ces contraintes environnementales? Eh bien, le changement de récit devrait nous amener à considérer peut-être que ce chemin que nous sommes collectivement obligés de prendre, qui est celui de la transition écologique, ce n'est plus une opinion, ce n'est plus un choix, c'est une réalité planétaire. Et si l'être humain ne s'adapte pas, la nature va se rappeler à lui et nous ajuster.
Il est certain, je sors là d'un événement de plantation d'arbres, eh bien, les experts nous disent que le climat de Genève en 2070 sera celui de Naples. Il faut se préparer. Les experts nous disent que même avec le gaz de schiste, au bout d'un moment, les réserves de gaz et de pétrole vont finir par s'épuiser. Il faut s'y préparer. Les impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité, eh bien, sont réels. Il faut s'y préparer. Et le récit que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est celui qui a été fortement thématisé il y a une dizaine d'années déjà par le président Barack Obama, c'est celui des Green New Deal. C'est quoi ce récit? C'est le fait de dire que nous devons prendre ce chemin, et nous allons le prendre. Mais c'est un chemin d'opportunité, c'est un chemin de créativité, c'est un chemin d'innovation, c'est un chemin de prospérité si on se donne la peine. Et l'humanité, je veux dire récente de ces 2 derniers siècles, a connu, à la sortie du Moyen-Âge, la révolution agricole. Ensuite, on a eu la révolution industrielle. Ça a été chaque fois des changements majeurs. L'économie s'est totalement modifiée. Mais à chaque fois, il y a eu des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ont su saisir ce moment-là de transition. Ça, c'était des transitions aussi. Et donc, mesdames et messieurs, ce que nous allons vivre, ce siècle, ce que nous avons commencé à vivre durant ce XXIe siècle, c'est une transition comme l'humanité en a déjà connue. Avec ses moments forts, avec ses difficultés, avec cette notion de changement. Mais qui de mieux que le monde de l'entrepreneuriat pour anticiper le changement? Qui de mieux que celles et ceux qui gèrent les entreprises et qui sont finalement dans le monde aussi de la créativité entrepreneuriale, de l'innovation, de toujours faire mieux, parce qu'on le sait, je le sais, quand on est dans une PME ou même une grande boîte, on ne peut pas se reposer pour toujours sur ses lauriers. Quand on est dans le privé, on doit se réinventer sans cesse. Et ici, il s'agit de se réinventer avec ces nouvelles donnes. C'est que celles et ceux qui, à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une collectivité, d'un pays, eh bien, feront tourner la boutique, leur économie, avec le moins de consommation d'énergie fossile possible, avec le moins d'impact sur la biodiversité possible, eh bien, ce seront les gagnants de demain. Un banquier de très haut niveau me confiait récemment que des sociétés de notation qu'on connaît bien et qui fondent quand même les capacités d'emprunt des États et des grandes entreprises commencent à intégrer dans l'évaluation d'une économie, que ce soit d'une entreprise, de grandes entreprises ou des États, eh bien, la dette carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les Standard & Poor's et autres commencent à différencier les économies et les entreprises qui ont un business model qui est bas, qui a une intensité carbone basse, par rapport à celles et ceux qui ont une intensité carbone haute. Et donc, le mouvement est engagé, mesdames et messieurs. Et comme chaque fois, je m'adresse à un parterre de gens plutôt attachés, on va dire, à l'économie des marchés, à la libre entreprise. Et comme à chaque fois, eh bien, quand les conditions cadres bougent, eh bien, c'est celles et ceux qui arrivent à s'ajuster, qui arrivent à anticiper ces changements, qui parviennent à tirer la mise. Et donc, cette transition écologique, ça ne sera pas moins d'économie, ça sera une autre économie. Et une économie avec des opportunités, je le disais bien évidemment, sur les questions de moins émettre du CO2, moins impacter la nature. C'est une économie, bien évidemment, de l'innovation aussi. Je pense aux nombreux projets, aux nombreuses startups qui se créent autour des nouvelles énergies et tous les projets qui sont vraiment sur les clean tech, comme on les appelle. Mais d'une manière générale, dans tous les domaines de l'activité économique, celles et ceux, les sociétés qui auront le mieux maîtrisé eh bien, leur impact environnemental seront les plus compétitifs de demain. Avec un rôle, et j'en finirai par là, un rôle fort des collectivités publiques. Et c'est là nos notions que Barack Obama évoquait en termes de Green New Deal. C'est-à-dire que l'État, comme toujours dans une économie libérale, doit investir dans ses fondamentaux, dans les infrastructures. Il doit investir dans les infrastructures pour permettre ensuite à l'économie privée de prendre place et de mener sa créativité, son innovation, aussi sa souplesse, sa réactivité qu'on n'a pas, qu'on dirige un gros paquebot qu'est l'État. Je suis passé d'une PME à l'État de Genève, je peux vous dire que la réactivité n'est pas tout à fait la même. Mais l'État doit investir. Et cet investissement, le Conseil d'État genevois entend doubler ces 10 prochaines années les sommes destinées à la transition écologique, passer de 3 à 6 milliards. C'est quoi? C'est les investissements dans les transports publics, c'est les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments, et c'est aussi dans tout ce qui concerne l'espace public ou privé en matière de nature en ville, en matière de transition de la paysannerie,
et plus largement le monde économique. Et donc, cet investissement, eh bien, on entend que chaque franc que l'on met, eh bien, soit multiplié sur notre territoire. Vous connaissez certainement de plus en plus le concept de l'économie circulaire. C'est quoi? C'est le flipper. Vous êtes toujours au flipper. Le but, c'est que la bille rebondisse le plus de fois possible avant qu'elle finisse par tomber dans le trou. C'est-à-dire que chaque franc que l'État entend mettre dans cette transition, dans cette économie circulaire, l'idée, c'est qu'elle puisse se matérialiser avec autant de chiffres d'affaires dans les différentes entreprises qui vont, d'une manière ou d'une autre, contribuer à notre prospérité de demain. Et derrière cet réinvestissement, eh bien, c'est la question de l'emploi qui perce. C'est évidemment relocaliser l'emploi. On le sait, l'économie monde, dont on profite bien à Genève, elle a aussi été destructrice d'emplois, de certaines catégories d'emplois. Elle a permis de créer beaucoup d'emplois, mais une partie des emplois sont partis évidemment dans des cieux plus lointains, à la main-d'œuvre moins chère. Et le projet de réinvestissement, je pense par exemple à la rénovation des bâtiments, eh bien c'est quoi? C'est des maçons, c'est des électriciens, c'est des gens professionnels qu'on doit former chez nous, qui vont travailler chez nous dans des entreprises de chez nous, avec des conventions cadres de chez nous, donc des salaires dignes également qui correspondent à nos standards et qui permettent derrière cette transition écologique qui est en réalité un repositionnement économique de notre société, d'aller vers le pacte social, c'est-à-dire le pacte de l'emploi, à savoir de faire partager cette prospérité nouvelle qui sera la nôtre dans cette transition avec l'ensemble de la population qui se cache évidemment derrière les emplois que vous avez. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça le chemin, c'est ça le récit que le Conseil d'État vous propose. C'est un chemin d'aventure, c'est un défi. Ce n'est pas juste un chemin de contraintes. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on parle d'angoisse, on parle de contraintes. J'aimerais qu'on en parle plus en termes d'opportunités, en termes de défis collectifs, en termes de nouvelles prospérités pour notre population et avec, comme toujours, de manière dynamique dans nos États libéraux, eh bien, les entreprises. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur le conseiller d'État. Mesdames, messieurs, mon surnom au Mérin Economic Forum est devenu le dernier rempart. C'est moi qui vous empêche d'aller prendre l'apéro tout de suite avec quelques petites informations logistiques avant de passer à la partie conviviale. Oups là. Donc, je voulais juste vous rappeler l'existence d'un répertoire des entreprises mérinoises qui est important pour que nous puissions faire vivre notre communauté et collaborer ensemble et être à votre écoute de manière à vous accompagner au quotidien. C'est le rôle de notre service des affaires économiques. D'autre part, je voulais aussi vous inviter à répondre, quand vous recevrez cette invitation, vraisemblablement demain, répondre nombreux à l'enquête de satisfaction que nous menons régulièrement. C'est grâce à votre retour, c'est grâce à votre voix, qui compte beaucoup à nos yeux, que nous adaptons notre événement et que nous essayons de répondre aussi à vos attentes et à toutes les questions que vous vous posez en matière de transition écologique. Enfin, j'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre participation, parce qu'aujourd'hui, on avait plutôt envie d'aller faire un barbecue que d'être dans une salle d'hôtel, et pourtant vous êtes restés. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 7 décembre prochain pour une thématique qui vous passionnera dans le cadre d'un instant MEF en fin de journée. Et je me réjouis de vous y retrouver. Très bonne soirée, un grand merci de votre participation, un grand merci à tous nos partenaires et au 7 décembre.